Bonjour à tous et merci d'être là. Je m'appelle Naïma Alkeshai, je suis consultante indépendante depuis peu, mais sinon j'ai toujours évolué plutôt dans la R&D, dans la recherche publique et puis privée. Et donc je m'intéresse à l'intelligence artificielle appliquée à ce qu'on appelle maintenant les EdTech, et notamment tout ce qui touche le suivi de l'apprenant, son profilage, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il fait ça. L'idée, c'est d'exploiter ça, soit pour adapter son parcours, soit pour lui donner des feedbacks dans l'environnement, soit... Donc, c'est des environnements d'apprentissage, ça inclut les serious games, ça peut inclure aussi les environnements de réalité virtuelle, réalité augmentée, ou les plateformes d'apprentissage, de manière classique. Classique. Alors, je voulais vous parler d'une méthodologie qui est très intéressante, qui est plutôt américaine, qui s'appelle The Evidence Centered Design. Alors, comme son nom l'indique, evidence, ça veut dire il faut que je collecte des données pour pouvoir émettre des hypothèses. Donc, le principe, le fondement en fait de cette méthodologie, c'est que quand on veut évaluer des compétences, des connaissances ou d'autres caractéristiques d'un apprenant, mais ça peut s'appliquer aussi à autre chose, quand on veut le faire, il faut d'abord se poser la question, quelles sont les variables que j'ai envie d'évaluer? Ça, c'est la première question. Ensuite, je me dis comment je peux collecter des données, parce que ces variables, en général, elles ne sont pas observables, comment je peux collecter des données pour pouvoir faire ce qu'on appelle des inférences, c'est-à-dire des hypothèses, des croyances du système sur ces variables-là. Et la troisième étape, c'est dans quelle situation je vais observer, ces événements qui vont me donner cette évidence. Donc, en fait, la conception de l'évaluation, elle se fait dans ce sens-là, et le diagnostic se fait dans l'autre sens, puisque je suis dans une situation, je récupère des données, et puis je fais des inférences sur ce que j'avais envie d'évaluer. Alors, dans la réalité, c'est un peu plus cyclique que ça, c'est pas aussi linéaire que ça. Donc, je vais vous parler des trois modèles, en fait, en m'appuyant sur un exemple un peu simple. On vient de sortir de Roland Garros. Alors, j'y connais pas grand-chose en tennis, mais c'est juste que c'est un exemple un peu plus parlant à tout le monde. Donc, je vais m'appuyer sur cet exemple-là, sur les trois modèles. Donc là, par exemple, si on estime que ça, c'est une sous-partie d'un modèle de compétences. Donc, pour jouer au tennis, il faut maîtriser 3 sous-compétences, le jeu de jambes, le service et le coup. Et le coup, il y a 2 sous-compétences, le coup droit et le revers. Donc j'ai envie d'analyser un apprenant pour voir s'il maîtrise ces différentes compétences. Donc la première chose, c'est voilà mes variables que j'ai envie d'évaluer. La deuxième, il y a un élément, vous pouvez pondérer. Donc là, par exemple, le revers est plus difficile à acquérir que le coup droit. Donc je vais mettre un poids un peu plus important ici. C'est pareil pour le jeu de jambes, il est toujours plus difficile à acquérir que les 2 autres compétences. Donc comment ça se traduit? Donc là, c'est ce qu'on appelle un réseau bayésien. Donc, on fait l'initialisation du réseau. Donc en fait, ça c'est en anglais, mais c'est exactement la même chose que là. Donc là, par exemple, si je veux mettre plus de poids sur le revers, je dis que si un apprenant, il est mauvais en revers, mais qu'il est bon en coup droit, eh ben, son niveau là, il est plus moyen, voire, enfin, il oscille entre moyen et bas. Ça veut dire que j'ai mis du poids sur cette sous-compétence. Donc ça, c'est pour l'exemple du revers. Si on prend l'étage au-dessus, donc ces 3 compétences-là, là, je dis s'il est bon en coup et il est bon en service, mais qu'il n'est pas bon du tout en jeu de jambes, et bien là, c'est pareil, on a la croyance, elle est concentrée à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il est moyen, entre moyen et bas. Donc là, j'ai mis une pondération. Ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire. Donc ça, c'est le premier module. Le deuxième module, c'est ce qu'on appelle le modèle de preuve. Donc, comment je récupère les preuves. Et là, vous avez 2 parties. Vous avez ce qu'on appelle les evidence rules, les règles de scoring, et puis vous avez un modèle statistique. Alors, le modèle statistique, c'est quand vous voulez faire quelque chose d'un peu plus costaud. Mais
il y a des approches où on se limite juste aux règles de scoring. Donc là, par exemple, pour les règles de scoring concernant le tennis, je dis que pour le coup droit, je vais mettre des métriques, des critères. Donc je dis que mes indicateurs, quand je vais voir le coup droit, je vais voir la forme, le contrôle de la direction de la balle, et puis la puissance du coup. Et là, je vais mettre des scores. Donc si, par exemple, la balle, elle sort du court, je mets 0. Si elle est dans le court, elle est facile pour l'adversaire, c'est un 1. Si elle est difficile, elle est dans le court, mais elle est difficile pour l'adversaire, il obtient 2. Donc là, c'est une règle, c'est des règles de scoring. Donc maintenant, comment je peux influencer le modèle statistique? Donc là, je vais observer donc, un apprenant, Paul, et en faisant des tirs, des coups, pardon, il enregistre 1 sur chacun des 3 critères. Donc là, son score, il est de 3. Et le maximum qu'il peut avoir, c'est 6. Donc son niveau, c'est 0,5. À partir du moment où son niveau, c'est 0,5, je mets cette croyance dans mon réseau bayésien. Enfin, mon réseau probabiliste, ça peut être bayésien comme ça peut être d'autres réseaux. Je le mets et puis il y a une propagation qui se fait au niveau du réseau en tenant compte des pondérations dont j'ai parlé tout à l'heure. Et là, donc, avec cette propagation-là, on voit que le niveau de compétence pour coup, elle est entre moyen et faible. Donc, elle est concentrée plutôt ici. Mais ça, c'est un instant T. Ça veut dire qu'au fur et à mesure des observations, il va y avoir des propagations dans le réseau en fonction toujours des pondérations. Donc ça, c'est le modèle statistique. Ça, c'est le modèle de preuve. Le troisième modèle, c'est le modèle le plus simple dans cette démarche-là, c'est-à-dire que, en gros, c'est dans quelle situation j'ai envie de collecter ces données-là. Bon, là, c'est évident qu'on s'intéresse à des compétences, à des savoir-faire sportifs. Il vaut mieux observer le joueur sur un sur un cours de tennis. Mais si vous vous intéressez à l'évaluation d'autres choses, vous pouvez imaginer plusieurs types de tâches. Et H+, vous multipliez les tâches, et mieux le diagnostic sera. Ce qui est important, c'est quand on choisit une évaluation, il faut toujours la caractériser. C'est comme quand vous avez passé des examens, à un moment donné, vous avez droit à des documents, attendez-vous à ce que le sujet soit un peu costaud et que vous n'allez pas avoir les réponses au niveau des documents. Donc si vous êtes chronométré, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc là, pour le cas du tennis, le type de surface influe sur la performance. Si c'est terre battue, gazon ou dur. Donc si on prend l'exemple d'un apprenant, c'est une blague. Raphaël Nadal, là quand on voit ses performances, on voit clairement qu'il est très performant sur terre battue, mais ses performances sont moindres. Alors je ne suis pas très à jour parce que c'est des stats qui remontent à un petit peu loin. Donc ça c'est le modèle de tâche. Voilà, donc j'avais envie en fait de vous faire découvrir ce framework parce que je le trouve puissant, ça structure bien les 3 étapes, les bonnes questions qu'il faut se poser. On peut évaluer plusieurs types de compétences, ça peut être aussi des compétences relationnelles. Et là, on prendrait d'autres métriques, combien d'échanges il fait avec ses pairs. Donc en fait, quand vous voulez évaluer quelque chose, c'est juste se poser qu'est-ce que j'ai envie d'évaluer et quelles sont les métriques que je vais utiliser pour pouvoir le faire. Donc plus on a de données, plus on est précis, plus on est fiable. Et alors ce qui est bien, en fait, la démarche elle est un peu coûteuse quand on fabrique le modèle de compétences. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce modèle de compétences, vous pouvez le transposer aussi ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant. Mais ça demande du temps pour pouvoir construire un bon modèle. Et une dernière chose aussi, il faut faire attention au niveau de granularité. Si vous, alors je prends un autre exemple de maths. Si vous dites j'ai envie d'évaluer Paul dans par exemple, s'il se débrouille bien en géométrie, c'est trop général. Par contre, si je veux l'évaluer, s'il maîtrise le théorème de Thalès, c'est un peu plus spécifique. Donc c'est plus simple quand c'est un peu plus spécifique. Mais il faut toujours garder à l'esprit un bon équilibre entre le niveau de granularité. Si on va trop finement, ça donne quelque chose de très compliqué à mettre en œuvre. Si vous êtes trop large, ce n'est pas assez pertinent.
Voilà, alors c'est un peu différent de ce qu'on a vu auparavant. Donc là, j'ai mis juste, j'ai mis juste quelques références si vous voulez creuser un peu la question. Voilà, je vous remercie. Puis si vous avez des questions.